Donc un match au mois de novembre ou un match au mois d'avril n'ont pas forcément non plus les mêmes dimensions émotionnelles. Et ça, c'est important que les arbitres prennent bien conscience de ça, même au plus bas niveau départemental. On a l'impression peut-être pour certaines personnes qu'ils sont arrogants, mais pas du tout. Ils savent juste ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, où ils veulent aller. Très clairement, on est en retard par rapport à des pays comme l'Australie, le Canada, les États-Unis, qui sont avec un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que l'arbitre qui va se fermer, qui ne va pas discuter, qui ne va pas du tout être ouvert, c'est un arbitre qui, je pense, a la peur ou qui n'a pas la capacité à accepter ses erreurs. Merci Stéphane d'avoir répondu positivement à l'invitation. Tu vas pouvoir nous faire partager ton expérience en tant que personne à multicasquette, arbitre, sélectionneur, ancien sportif, ton regard sur le basket. Du coup, aujourd'hui, pas mal de questions à te poser. Déjà, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter brièvement parce qu'on aura l'occasion d'y venir un peu plus tard de manière un peu plus concrète. D'accord, merci Claude pour l'invitation. Très rapidement, donc Stéphane Moncir, j'ai 45 ans, je suis domicilié à Rouen. Voilà, et dans le sport, le basket et le sport en général depuis l'âge de 4 ans. Voilà, donc on va pouvoir échanger sur différents sujets, effectivement, comme tu disais, multicasquette par rapport à l'arbitrage, le coaching, joueur, dans différents sports. Donc, Très bien. La tradition ici sur Mode Athlète, c'est les deux premières questions pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Et la première question est, si tu avais choisi une autre discipline sportive, pardon, quelle aurait été cette discipline? hormis le basket, évidemment. Donc, je pense que ça aurait été le football, que j'ai arrêté. J'ai fait du football plus jeune, D'accord. et que j'ai arrêté. Et, je pense que ça aurait été intéressant pour moi de continuer en voyant l'évolution de ce sport. L'intérêt que, Dans la branche du football? ouais, dans la branche du football, plus particulièrement, continuer en tant que gardien de but que j'étais en étant jeune, très jeune. Ok. Et après, pourquoi pas basculer effectivement dans le coaching, le côté éducateur sportif dans ce sport, ouais, que j'ai quitté finalement très tôt, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Mais Tu aujourd'hui, l'as quitté pourquoi? Pour le basket? Parce que tu avais plus de passion pour le basket ou ouais, tout bien? simplement parce qu'on avait à l'âge de 10-11 ans une équipe très très forte à Passy-sur-Eure. D'accord. Et du coup, j'avais froid dans les buts et je touchais pas le ballon. Et quand j'ai demandé à mon entraîneur de pouvoir aller sur le terrain, il a eu une réponse négative, que j'avais choisi d'être gardien. Donc, le mercredi d'après, j'étais avec mes potes de l'école au basket, au gymnase juste à côté, au chaud, tout Ah, c'est simplement. fou quand même Voilà. que… Et la chose a fait que j'ai défendu dès le premier match, le samedi qui a suivi, j'ai fait ma licence et mon premier match. Et on m'a donné une mission, parce que je courais assez vite, on m'a donné une mission qui était de défendre sur Joseph Gomis, qui jouait à Évreux à l'époque. Et on D'accord. connaît la carrière de Joseph voilà, par la suite. Et du coup, ça m'a tout de suite plu, parce qu'on a fait une bonne prestation avec un match nul, 22-22, je m'en rappellerai toujours ça. Et je suis resté au basket et je ne suis pas retourné au foot après, voilà, D'accord. tout simplement. Mais Ok. c'est vrai qu'aujourd'hui, le football, Oui, bien sûr. voilà, si j'avais à revenir vers un sport, c'était peut-être celui-ci. Ouais. Deuxième question. Est-ce que tu pourrais me citer un événement que tu considères comme historique? Oui, un événement considéré comme historique, c'est les Jeux Olympiques 92 avec notamment l'apparition de la Dream Team, voilà, où les plus grandes stars américaines sont venues jouer au basketball avec les pays du monde entier et ont montré ce que c'était vraiment que le basketball. Donc, ça a été une très grande révolution dans le monde entier pour la pratique du basket, d'avoir cette ouverture avec la Dream Team de Michael Jordan, Larry Bird, Tu bref. as pu suivre tout ça Ah, moi, j'ai suivi, oui, oui, parce que j'avais à l'époque 14 ans, du coup. Donc, j'ai vécu les JO Barcelone 92, au-delà de l'athlétisme, qui est également une passion pour moi, de suivre ça, avec des athlètes comme Carl Lewis et voilà, ainsi de suite. Le basket, là, ça a été magnifique. Très bien, très bien. Mode athlète. Première question face au parcours.
Est-ce que tu peux me dire actuellement qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu actuellement? Alors aujourd'hui, comme activité dans le basketball, je suis arbitre depuis 15 ans. C'est ma 16e saison là, sur le haut niveau. Pro B, Ligue féminine. En parallèle, je suis également sélectionneur de l'équipe du Maroc en basket 3-3 féminin, voilà, avec l'accompagnement également technique sur la formation des entraîneurs, échanges techniques sur les jeunes catégories, voilà, Pour toute la fédé, du coup, pour les équipes nationales de 3-3, 2-3-3. Ok. voilà, Fille, garçon. filles principalement, Fille principalement. Ok. voilà. D'accord. Alors, on va rebondir un petit peu, enfin, on va rétro-pédaler, si je puis dire, au niveau de ton parcours en tant qu'ancien sportif, justement. Tu nous en as appris par rapport à ta bascule sur le basket et le choc thermique que tu as pu avoir en étant gardien de but et puis Tout en à étant fait. basculé dans un gymnase. Et du coup, ma question est, quel est ton parcours en tant qu'ancien basketteur? Euh, qu'est-ce que tu en retires et quelle expérience tu as de ton parcours? Alors, le parcours en tant que basketteur, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je suis arrivé vers 10 ans, 11 ans, où j'ai quitté le football pour venir rejoindre les copains de l'école qui étaient eux au chaud, donc en période hivernale. Donc ça a été rapidement le jeu, les matchs. Et ce qui m'a plu à travers cette discipline, en fait, c'est tout ce qui est coopération, cohésion et bon, avec le recul, hein, on s'en rend compte maintenant, le développement de l'individu plus que le développement sportif en lui-même. On va y venir justement à ça. Voilà. Et donc, en fait, inconsciemment, c'est ce qui m'a accroché maintenant que j'analyse un peu pourquoi je suis resté au basket à cet âge-là, alors que je faisais du tennis en parallèle, hein, Oui, à aussi, d'accord. voilà, un très bon niveau pour mon âge. Voilà. Et en fait, je suis resté au basket parce que j'ai trouvé que tout ce qui était les qualités de vitesse horizontale à transférer en verticale pour pouvoir atteindre l'objectif, le basket qui est de marquer un panier en hauteur. Bien sûr. Ça développait en plus que l'on joue à 10 sur un petit terrain de 15 par 28 ou 28-15. En fait, tout ça fait qu'on est obligé de prendre des décisions très rapides avec de la course, du saut. On De développe l'analyse. énormément de choses, voilà, au niveau cognitif, au niveau athlétique. Et je pense que c'est ce qui m'a plu, c'était complémentaire à ce que je faisais au niveau du tennis. Ça me permettait de me développer sur pas mal de points grâce au collectif. Donc moi, mon sport individuel de prédilection, qui était le tennis, le collectif basket m'a permis justement de développer des choses pour être encore meilleur joueur au tennis. Ah oui, tu t'es Et servi des deux voilà, facettes. Ok. voilà, les deux facettes en fait. Je me suis rendu compte en analysant tout ça un peu plus tard, quand j'avais 25-30 ans, pourquoi est-ce que j'avais fait ça, le tennis et le basket en même temps, qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et bon, après le basket, je suis resté dedans vraiment en tant qu'entraîneur suite à une blessure importante à l'âge de 17 ans et demi au doigt, qui a été très mal soigné. D'accord. Donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dès l'âge de 15, 16 ans, 17 ans. Ça s'est accéléré ensuite pour devenir entraîneur salarié de club, Ah oui, t'es vraiment allé très tôt dans très très tôt la dans le coaching filière. Ok, et l'éducateur sportif, oui. ok, d'accord. Voilà. Ok, bah c'était justement l'objet de ma question, c'est comment tu as commencé du coup à être éducateur sportif et entraîneur. Mm. Et ça a vraiment démarré très tôt, du coup. Et au niveau du coup de tes passages dans des clubs, qu'est-ce que tu as fait comme club? Est-ce que tu as eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors j'ai commencé au club de Passy-sur-Eure, donc à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Et j'ai changé pour la première fois de club à l'âge de 40 ans, tout simplement. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis resté fidèle à mon club formateur Ok. pendant très très longtemps. Ouais. Tout simplement parce que j'ai retrouvé les valeurs que je viens chercher quand je fais le sport, tout simplement. Et puis, bon, ensuite, c'est tout simplement par un déménagement ici sur la région rouennaise, et donc d'avoir une proximité de pratique qui a fait que j'ai changé de club il y a 5 ans pour la première fois. Voilà, tout simplement. Et donc, 10 ans et demi joueur, mes entraîneurs nous orientaient à la pratique de l'arbitrage en même temps que l'on jouait sur les entraînements et le week-end sur les matchs en interne du club. Donc j'ai tout de suite été aussi, par les prises de décision et tout ça, intéressé par cette activité d'arbitrage très L'arbitrage. jeune, et en parallèle aussi par l'entraînement, puisque bah, on nous a appris à prendre des décisions en tant qu'entraîneur pendant les entraînements, pendant les petits matchs de fin d'entraînement. On passait aussi bien entraîneur, arbitre, Ça, c'est génial, ça. pendant qu'on jouait. Voilà. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont permis de découvrir ça. Et donc, à l'âge de 15-16 ans, j'ai passé les premiers diplômes pour entraîner les 9-10 ans du club.
Et justement, alors je te coupe par rapport à ça parce que c'est quand même vachement intéressant. Mm. Tu as dit que vous aviez donc la capacité de pouvoir switcher de rôle, passer entraîneur ou arbitre. Et là, je te pose une question. Est-ce que pour toi, c'est essentiel dans le développement d'un bon joueur de pouvoir avoir, de pouvoir passer par une formation de différents postes, entraîneur, arbitre, pour justement peut-être mieux analyser le jeu, mieux comprendre le jeu et pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, comprendre les directives de l'entraîneur. Qu'est-ce que tu en penses? Vu que toi, tu as vécu ça, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, je dirais peut-être pas d'obligatoire, mais de fortement conseillé, ou bien tu penses qu'un bon joueur peut se passer de ça? Alors, je pense qu'effectivement, ça fait partie du bagage d'un joueur de passer à l'arbitrage, notamment dans les jeunes catégories, pour pouvoir rapidement sensibiliser ce qu'est l'activité d'arbitrage et comprendre que l'erreur que peut faire le joueur en tant que joueur, l'arbitre peut le faire en tant qu'arbitre. Mhm. Et dans les réactions émotionnelles que ça va générer et la capacité à un joueur de gérer ses émotions, d'accepter l'erreur d'arbitrage, fait qu'on va moins perdre d'énergie pour la suite de sa propre prestation en tant que joueur. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les plus grands joueurs, pas simplement dans le basketball, mais dans tous les domaines d'activité, ne sont pas des joueurs caractériels avec de fortes réactions émotionnelles envers les arbitres. Et ces joueurs arrivent à se contenir par rapport à la dimension de l'arbitrage. Voilà. Et je pense que si on arrivait en tant qu'éducateur sportif à sensibiliser les jeunes qui pratiquent le basket, le football, tous les sports collectifs d'opposition, Mhm. où il y a vraiment de l'impact du défi individuel, voilà, du duel, l'arbitrage par rapport à ça est décisif. Donc si on connecte le cerveau des acteurs à prendre conscience qu'il est possible d'avoir des erreurs d'arbitrage et qu'elles font partie de notre sport, Oui. on va se concentrer beaucoup plus sur ce que nous, on est venu faire, c'est-à-dire le jeu et non pas l'arbitrage. On va beaucoup plus facilement accepter une erreur d'arbitrage parce qu'on sait que de toute façon, on en fait tous. Donc il faut absolument que les jeunes passent à l'arbitrage pendant les séances d'entraînement, passent à l'arbitrage le week-end Mhm. pour prendre conscience, conscientiser de ce qu'est cette activité qui est décisive dans le sport collectif d'opposition. Et c'est pour moi très important pour l'évolution d'un jeune joueur, donc d'un D'accord. adulte par la Oui, suite. bien sûr, oui. Donc, Voilà. il pourra utiliser toutes ces billes justement pour mettre à profit dans ses prises de décision, dans son caractère émotionnel, etc. Exactement. Et surtout D'accord. aujourd'hui, éviter de perdre de l'énergie et de perdre de la concentration sur l'arbitrage, alors que de toute façon, il ne pourra jamais rien faire avec l'arbitrage. L'arbitre continuera d'arbitrer, de décider, Bien sûr. d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est pas le problème. Mais en tout cas, pour le joueur, c'est hyper important de comprendre que 100% de sa concentration doit s'orienter sur le jeu. Voilà. Donc il Très faut bien. passer à l'arbitrage pour faire soi-même des erreurs et pour comprendre la difficulté. On se rend compte qu'il y a beaucoup de Bien jeunes sûr. ou d'adultes, quand ils passent à l'arbitrage, ils perdent complètement les pédales. Ils ne savent pas arbitrer, ils ne connaissent pas forcément les règles. Et ça, C'est tu te rends compte du coup maintenant que c'est hyper difficile. évidemment. Moi, j'étais un joueur, par exemple, qui était très nerveux, Mhm. très contestataire. Et quand je suis rentré dans l'arbitrage et que j'ai commencé à faire les formations pour aller dans l'arbitrage et l'entraînement, même les formations d'entraîneur, j'ai ouvert mon cerveau, mon état d'esprit à comprendre que c'est pas pour autant que je le fais sur le terrain, Bien mais c'est sûr. pour ça que j'ai eu un niveau très moyen en tant que joueur. D'accord. C'est parce qu'à un moment donné, je n'étais pas capable, moi, de me contrôler. Même là encore actuellement, j'ai repris un peu le jeu le dimanche matin et je vais de nouveau arrêter parce que je n'arrive pas à me contrôler. Ah ouais, En tant que d'accord. joueur, moi, je n'arrive pas émotionnellement. Même en ayant cette activité Tout à fait. d'arbitre, c'est Tout à fait. Alors, je ne vais pas aller à l'encontre de l'arbitrage. Par contre, il se passe des choses sur le terrain et émotionnellement, ça m'impacte beaucoup trop. Je ne peux pas jouer. Ok, Voilà. d'accord. Il faut savoir se connaître et savoir dire stop quand on ne peut pas faire, quoi. Et aujourd'hui, on est dans un phénomène de société, notamment sur les niveaux très faibles, puisque je joue en départemental, hein, Mhm. bah, c'est très compliqué entre les attitudes des adversaires qui jouent la Coupe du Monde tous les week-ends, les faits que les arbitres soient d'un niveau départemental, alors que moi, je côtoie le très haut niveau aujourd'hui, Mhm. ben, en fait, j'ai une exigence avec moi-même dans mon activité, et ben, c'est normal que je puisse pas la retrouver le dimanche matin, sauf que Il y a un décalage en il y a fait un vrai avec. décalage. Oui, Et bien c'est sûr. difficile pour moi. Voilà, avec mon caractère, Mhm. je ne supporte pas l'injustice. Et donc, dès que le dimanche matin, par exemple, je retrouve de l'injustice,
On ne parle pas de compétence ou d'incompétence, on parle simplement de notion d'injustice et puis de valeurs que on ne retrouve pas avec les adversaires qui viennent vraiment jouer la compétition à fond, alors que moi je suis plus dans un… Voilà. D'accord, d'accord. Bah, très, très complet. Je te remercie pour ce détail d'information. Et on va passer à la deuxième partie dans les coulisses. Mode athlète. Dans les coulisses, justement. Alors, tu as parlé d'arbitre. Justement, j'aimerais que tu me dises quel type d'arbitre tu es. Est-ce que tu es plutôt ferme parce que tu as parlé que tu étais assez caractériel. Est-ce que tu es plutôt ferme, dur ou au contraire un peu souple? Comment tu te souple, pédagogue, enfin, comment tu te situes toi en tant qu'arbitre? Faire un petit peu une auto-évaluation entre guillemets, mais comment toi tu te situerais sur le terrain en tant qu'arbitre? Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, en fait, par un de mes formateurs, il y a quelques années en arrière, et qui a toujours dit, pour pouvoir se faire respecter, mais en même temps, prendre du plaisir, il faut rechercher toujours à avoir la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire une ouverture aux joueurs. Moi, je pense être très ouvert aux joueurs, mais je n'accepte absolument pas des réactions qui sont irrespectueuses. D'accord. Je vais accepter des réactions qui sont vives, avec une montée d'adrénaline, parce que c'est un sport d'opposition, notamment le basket, sport d'opposition avec contact, donc ça génère forcément chez les acteurs des réactions aussi avec la montée d'adrénaline et ainsi de suite, la gestion émotionnelle, tout ça. Par contre, je mets tout de suite un stop à tout ce qui va être comportement non respectueux, avec du verbal agressif, avec du corporel agressif. Je mets beaucoup d'importance à ça, à trier entre ce qui va être plutôt être aussi de la contestation ou de la frustration. Et autant j'ai beaucoup de tolérance à la frustration, autant c'est tolérance zéro sur la contestation. Ekrem, you start clamping and then you start pushing. 13, hold that side. It's over. Don't use the body, don't use the hands. You create the corner. They're traveling. John. Sorry, but please, come on. I'm sorry. Every time. No, you were not. D'accord. Donc je pense être ouvert beaucoup aux joueurs, aux acteurs, aux entraîneurs, avec une grande ouverture. Par contre, ça peut être très rapidement être très ferme et très fermé sur l'échange. Si en face de moi, c'est vraiment tout de suite de la contestation, de l'agressivité envers l'arbitrage. Donc sur ce volet-là, toi tu indiques que ça veut dire qu'on peut discuter avec toi. Il faut discuter. Il faut discuter. Donc, tu es plutôt ouvert sur le dialogue parce que je te dis ça. Alors, ça paraît peut-être logique pour toi, mais tous les arbitres ne sont pas forcément ouverts à la discussion. Il y en a qui sont assez fermes. C'est je prends une décision et c'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres arbitres et c'est toute la complexité du coup de laisser ça gérer par l'humain parce que les humains sont différents, même s'il y a des directives qui sont communes. À travers toi, ton positionnement, on peut venir discuter et il faut même discuter avec toi, par contre, sans contester. Voilà, tout à fait. Et après, la discussion, elle a quand même aussi sa limite, c'est qu'à un moment donné, le joueur est venu pour jouer, l'entraîneur est venu pour entraîner, l'arbitre est venu pour arbitrer. Bien sûr. On ne peut pas passer la plupart de son temps à expliquer tous les coups de sifflet. Et on se rend compte qu'il suffit d'une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs d'arbitrage pour que ça devienne tout de suite la porte ouverte à venir discuter toutes les décisions. Et je pense surtout que c'est l'acceptation, dans un premier temps pour moi, de dire je fais des erreurs. C'est-à-dire que l'arbitre qui va se fermer, qui ne va pas discuter, qui ne va pas du tout être ouvert, c'est un arbitre qui, je pense, a la peur ou qui n'a pas la capacité à accepter ses erreurs. Et donc, du coup, va mettre une fermeture automatique à l'échange avec les acteurs du jeu, les autres acteurs du jeu. Il va être ouvert à ses collègues arbitres, mais il va être fermé aux acteurs du jeu. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut analyser, travailler sur sa capacité de résilience aussi, à dire, bon, bah, j'ai fait une erreur, il y a une réaction en face, on se calme, on se détend. Le but du jeu, c'est d'emmener le match jusqu'au bout dans l'esprit du jeu, quoi. Justement, je rebondis sur ça. Comment toi, tu fais pour préparer un match?
plusieurs choses sur le plan physique. Est-ce que, par exemple, il y a un travail sur le plan physique? Est-ce qu'il y a un travail sur le plan cognitif, sur le plan psychologique? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des méthodes d'entraînement? Comment toi, tu fais pour gérer tout ça? Alors, pour arriver effectivement sur le haut niveau et s'y maintenir pendant 15-16 ans maintenant, effectivement, il faut travailler sur tous ces aspects. Le premier aspect, c'est effectivement le physique. Un arbitre, aujourd'hui, on enchaîne sur 2-3 matchs semaine, 2 matchs régulièrement semaine, des fois 3. Donc, c'est hyper important, donc avec les voyages, de pouvoir récupérer et donc d'être prêt pour le match suivant également, avec de nouveau le voyage, le match en lui-même. Donc ça, c'est très important aujourd'hui pour moi, ces 3 entraînements avec un préparateur physique. Voilà, surtout sur du renforcement musculaire, sur également du cardio. Il y a 2 entraînements en parallèle que je fais personnels pour le plaisir, qui est avec du RPM sur le vélo, là, vraiment pour le cardio musculaire, pareil, voilà, qui est différent de tout ce qui est renfo statique et ainsi de suite. Très très peu de course à pied pendant la saison. D'accord. Voilà, très très peu de course à pied vraiment pendant la saison. C'est surtout un footing, on va dire, de mise en forme. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de fractionné, de choses comme ça. Tout est fait à l'intersaison pour se préparer par rapport à ça. Il y a un petit rappel après Noël, forcément, pour préparer la deuxième partie de saison. Bien sûr. Comme les joueurs, on va dire, par rapport à ça, c'est quasi identique. Après, il y a un gros travail technico-tactique, stratégique, par rapport à la vidéo et le scouting des matchs que l'on va avoir. Donc, on est sur à peu près 2 heures de préparation d'une rencontre minimum par équipe. Voilà. Donc, minimum par équipe? Ouais, minimum par équipe, c'est-à-dire au moins 2 matchs à regarder en vitesse des fois un petit peu accélérée, mais pour voir où en sont les équipes qu'on va arbitrer. Donc là, par exemple, j'ai un match le vendredi, on est mercredi, j'ai un match le vendredi. Je vais scouter les 2 équipes sur leurs 2 précédents matchs. Voilà, donc prendre conscience de là où elles en sont dans leurs résultats, mais surtout sur la dynamique des 2 derniers matchs. Du coup, ça veut dire que tu as quand même une connaissance des joueurs et des joueuses que tu vas arbitrer. Tu es obligé, entre guillemets, de connaître leur langage verbal, leur langage non verbal, comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont caractériels. Tout ça, vous êtes obligé de le voir. C'est très important sur le plus haut niveau, pour ceux qui veulent accéder au plus haut niveau. C'est très important de connaître les acteurs avec qui on va travailler sur le prochain match, leurs points forts. Très important de connaître les points forts de chaque équipe, de chaque joueur également. Très important également de connaître leurs points forts collectifs. On ne peut pas ne pas s'attendre à ce que Villeneuve d'Ascq attaque le match avec du rythme par rapport à un point qui est celui qu'elles n'ont pas la même longueur de banc pour jouer que Bourges. Villeneuve d'Ascq, que j'ai déjà arbitré 2 fois cette saison en championnat, ça envoie avec notamment Diaby, qui est une joueuse, et Diawara, qui sont 2 joueuses à forte qualité athlétique et qui aiment travailler pied au sol, mais aussi avec les épaules, les coudes, les avant-bras. C'est très très athlétique, très dur sur la joueuse. Plutôt une orientation sur du jeu rapide, du jeu de la contre-attaque, plutôt basé sur gérer le tempo et jouer sur demi-terrain. Tout ça, ça va impacter forcément notre qualité derrière aussi, notre prestation à l'arbitrage et notre qualité à l'arbitrage. Quand on a une équipe avec de fortes connotations défensives face à une équipe qui est la meilleure, par exemple l'équipe offensivement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des duels importants dans la rencontre qui vont être des clés de match, comme les entraîneurs vont appeler ça des clés de match. Donc on se doit d'arbitrer ces clés de match de manière impeccable. Sinon, notre prestation d'arbitrage va forcément influer sur le résultat final. Pour le peu qu'un duel soit très mal arbitré, pour le basket dans le secteur intérieur, ou le duel des meneurs, ou très très mal arbitré les démarquages d'un shooter, par exemple, et qu'à chaque fois, il est un peu ralenti par des petits tirages de maillot, des choses comme ça, il est ralenti dans sa course, ben c'est un timing de passe qui, à la fin, ne sera pas respecté pour qu'il puisse déclencher son tir avec les 30 ou 50 cm d'avance qu'il devait avoir. Donc tout ça, c'est des éléments très importants. C'est vraiment hyper précis quand même. Exactement. Sur le très haut niveau, pour arriver sur le très haut niveau, c'est très précis. Donc c'est des choses que le grand public ne peut pas se rendre compte, mais que nous, dans notre travail de préparation, c'est très important de connaître les points forts de chaque équipe et d'être capable de cibler les actions défensives pour contrecarrer ces points forts de l'équipe adverse en situation de match. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? La défense qui est adaptée sur, par exemple, le meilleur shooter adverse. Mais c'est pas forcément sur le shoot que ça va se passer. Ça va être sur tout son déplacement au préalable.
effectivement, le grand public, lui, se focalise sur le shoot parce que c'est l'action finale. Tout à Mais fait. en fait, les arbitres, enfin, vous vous concentrez surtout sur ce qu'il y a avant et toute la préparation qu'on a derrière. D'un système de jeu, voilà, les jeux d'écran, les déplacements, les démarquages. Même chose sur les jeux de rebond. Il y a des joueurs qui sont très très forts au rebond. Donc ça va être très important parce que le basket, hein, c'est un sport où il y a beaucoup de shoot, donc beaucoup de possibilités de marquer. Et pour les équipes qui vont vouloir jouer la contre-attaque, c'est très important de finaliser une défense par le rebond défensif, récupérer la balle pour pouvoir ensuite se projeter vite vers l'avant. Et donc là, au rebond, il y a des choses qui vont se passer également sur des prises de position, pour gagner la place préférentielle. C'est pas que des athlètes, c'est aussi des joueurs intelligents, pieds au sol. Parce que le basket, avant tout, est un sport d'adresse et d'appui. Les pieds au sol et l'adresse. Voilà. Et justement, alors, là, je switch un petit peu, mais par rapport à la qualité de vos prestations, est-ce que vous avez des retours? Comment ça se passe? Et ça va joindre la question suivante, c'est est-ce qu'il y a comment sont les perspectives d'avenir, d'évolution? Comment on passe, par exemple, d'un arbitre départemental à régional à national? Et du coup, comment sont faits vos critiques? Qui vous corrige? Qui vous note? Qui fait vos passages? Comment ça se passe? Alors, on va partir à la base. Hein, donc, au niveau de l'Arbitre Club, il y a une formation en interne du club qui, je pense, doit être faite par les entraîneurs et les éducateurs. Hein, il ne faut pas penser que c'est des arbitres de l'extérieur qui doivent venir dans le club ou même des arbitres clubs qui doivent venir pour former les propres joueurs. Moi, je pense que c'est vraiment les éducateurs qui doivent déjà commencer avec leurs joueurs pour les sensibiliser à l'arbitrage. Ensuite, on va donner l'envie à certains de dire « Tiens, moi, je veux bien arbitrer le week-end. » Donc là, peut-être faire intervenir les arbitres du club pour les accompagner un peu plus précisément pour commencer l'arbitrage, on va dire, qualitatif, de base. Et ensuite, les joueurs ou les individus qui sont intéressés par faire de l'arbitrage officiellement sont envoyés au comité départemental, du coup, pour faire des formations assurées par des membres du comité départemental et avec une sanction à la fin, qui est l'évaluation, pour voir s'il y a le niveau ou pas le niveau. Est-ce que les compétences ont été validées pour le niveau départemental? Et une fois qu'un arbitre départemental fait des prestations correctes durant une saison, il peut être proposé au niveau régional et du niveau régional, être proposé au niveau championnat de France. Et ensuite, au niveau du championnat de France, il y a des groupes de potentiels, de formation qui sont créés, auxquels on peut accéder, on peut faire la demande, mais aussi on peut être choisi. Voilà, il y a 2 pistes différentes. Et ensuite, on a des stages bien spécifiques pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec différents thèmes, à la fois de l'arbitrage et de la connaissance du jeu. Et à la suite de ces différentes années, on peut être recruté sur un stage pour devenir arbitre de haut niveau. Voilà. Donc après, c'est toujours des choix qui sont faits comme ça par les gens du haut niveau, qui viennent recruter pas simplement les arbitres, mais aussi les hommes. Moi, j'aime bien parler de ça parce que c'est surtout la dimension humaine qui fait la différence à un moment donné, parce qu'on est tous à peu près du même niveau technique d'arbitrage, on a à peu près le même niveau d'expertise. Par contre, c'est vraiment dans l'approche de l'activité, le relationnel. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la grosse partie de travail également pour ma part qui a été faite, c'est sur le développement personnel. Tout ce qui va être gestion du stress, gestion et anticipation des conflits, gestion émotionnelle. Donc ça, très important. On va prendre une bonne partie pour en parler justement, voilà. Parce que c'est important aussi, je trouve. On va l'évoquer. Et donc des observations, pour terminer juste la réponse, c'est en temps réel, durant la saison, des observateurs qui viennent voir les rencontres qui sont faites et qui évaluent, qui observent et qui évaluent la prestation et qui sanctionnent par une note enfin, voilà, à la fin. Et à la fin de la saison, comme pour les équipes, il y a un classement. Alors à titre personnel, j'ai toujours trouvé ça bizarre, étrange, puisque c'est quand même l'arbitrage, une activité qui est assez subjective, puisqu'on est lié à de l'interprétation et d'analyser des gestes techniques par rapport à un règlement qu'on doit connaître, et ensuite on décide de siffler ou pas siffler. Et en fait, dans l'esprit du jeu, des fois, il y a des choses que l'on va laisser, et sur une autre rencontre, parce que l'esprit du jeu est différent, parce que l'environnement est différent, on va sanctionner certaines situations parce que ça va être nécessaire pour le bien de la rencontre. Mais est-ce que c'est pas, je rebondis là-dessus pour terminer, mais est-ce que c'est pas justement un atout de pouvoir être dans l'esprit du jeu, donc siffler quand il faut siffler et ne pas siffler quand il ne faut pas siffler, ou laisser une action parce que c'est dans l'esprit du jeu et puis on laisse. Est-ce que c'est pas une capacité justement qui peut valoir une meilleure note que quelqu'un qui a créé le règlement
façon bête et méchante, entre guillemets, si je puis dire. Oui, ça c'est une certitude, hein. Plus on va aller dans les niveaux, plus on va monter dans les niveaux de compétences, plus on va monter dans les niveaux de jeu aussi face à nous, plus on va être dans la notion d'esprit du jeu. J'irais même jusqu'à dire qu'au niveau professionnel aujourd'hui, on est sur une dimension de spectacle. C'est-à-dire que les joueurs proposent un spectacle. Les clubs professionnels sont devenus un business bien plus important des fois que la dimension sportive en elle-même. Les enjeux financiers sont même devenus beaucoup plus importants qu'un simple enjeu sportif. Et donc, au niveau de l'arbitrage, il y a effectivement aussi cette prise de conscience qu'il faut avoir, que sur certaines rencontres, sur certains matchs, il va y avoir des émotions, il va y avoir des comportements, exactement, ou au contraire, tellement de tension, puisque le match est très important sur l'aspect financier, les enjeux derrière, que ça va une qualification, je dirais en Euroleague, ou une qualification pour le football, si on fait le parallèle avec le football, mais un match où il va y avoir un enjeu de qualification sur une finale de Coupe de France ou sur une place en Champions League, 3e ou 2e de saison, ou 4e ou 5e de saison, c'est plus du tout la même chose. Bien sûr. Donc un match au mois de novembre ou un match au mois d'avril n'ont pas forcément non plus les mêmes dimensions émotionnelles. Et ça, c'est important que les arbitres prennent bien conscience de ça, même au plus bas niveau départemental. On va jouer un match en novembre, il n'aura pas sur le classement le même impact que le match d'avril, puisqu'on n'aura pas autant de temps de se rattraper après pour les joueurs. Donc tout ça fait que l'arbitrage, on doit se prendre conscience que même au mois de novembre, notre match est important. On ne peut pas relâcher l'attention en disant « bon, c'est pas grave ». Si, une victoire de 5 points ou de 6 points au mois de novembre, c'est pas la même chose qu'une victoire de 17 points ou 18 points, parce qu'il y aura un match retour en avril. Et en avril, on jouera peut-être le classement grâce à un point avérage. Donc ce match de novembre, il est tout aussi important. Voilà. Et ça fait vraiment la différence quand on voit l'état d'esprit dans l'arbitrage, de comment on aborde les rencontres. Très, très important. D'accord, très bien, impeccable. Ouais. Mode athlète. On change totalement de sujet, enfin, on change de casquette, si je puis dire, et on va s'intéresser à ton statut de sélectionneur. Sélectionneur du 3-3 pour la Fédération marocaine. Mm-hmm. Comment t'es venue cette opportunité? Et puis, comment ça se passe globalement aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait de l'avancée du projet ou il y a des choses que tu aimerais améliorer? Alors, comment c'est venu? Tout simplement déjà parce que je me suis ouvert ici en France à la discipline 3-3 entre 2012 et 2015. Alors, par curiosité, hein, tout simplement. Voilà, et puis l'envie de s'enrichir dans le basketball d'une nouvelle discipline qui arrivait, vraiment pratiquée. Et puis à partir de 2015-2016, la possibilité d'aller avec les équipes de France participer à leur rassemblement et ainsi de suite, au départ en tant qu'arbitre. Et rapidement, j'ai été passionné par cette discipline, la liberté d'expression, le fait que ça joue avec de la musique, en extérieur. Bon, tout ça sont des éléments qui me rapprochaient un peu de ce que j'ai connu étant plus jeune, le streetball, avec l'Adidas Tour, Streetball Adidas Tour, là voilà, avec des choses comme ça qui se sont faites. Et j'ai toujours été fan de ça, en fait, l'été. Donc j'ai retrouvé une affinité peut-être que j'avais perdue avec le 5-5 pendant quelques années, justement. Et en parallèle de ça, la dimension de cette pratique, la dimension technique et tactique, stratégique de cette pratique m'a vraiment attiré, puisqu'on n'est plus dans la notion de coaching sur le banc avec les joueurs pendant la compétition, mais plutôt d'être obligatoirement dans les tribunes, donc d'avoir une distance. Donc le travail, en fait, il est plutôt dans le management et dans le développement des joueurs en phase d'entraînement et de préparation. Et l'objectif est de développer les individus et de développer l'équipe pour la préparer à être autonome pour la compétition. Et je trouve que ça, c'est d'un enrichissement dans l'échange, de pouvoir faire progresser des individus à ce qu'ils puissent construire une équipe qui va être performante, mais grâce à eux, pas grâce à l'entraîneur qui donne ses consignes en temps réel. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette différence-là entre le 5-5 et le 3-3, c'est la différence de management. Dans ce qui m'a attiré dans le coaching, tout à fait. Tout à fait. Puisque les joueurs sur la discipline 3-3 sont livrés à eux-mêmes. Les 4 joueurs sur un match sont livrés à eux-mêmes. Aucune interaction n'est autorisée
avec les tribunes. Si c'est le cas, il y a une sanction de faute technique qui est donnée à l'équipe, aux joueurs. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que cette discipline, c'est les joueurs qui la font. Oui. C'est pas aujourd'hui comme des entraîneurs, des coachs, pas des entraîneurs, pardon, mais des coachs, qui vont prendre des temps morts, qui vont donner des consignes, qui vont faire eux-mêmes les changements. Là, on est en totale autonomie chez les joueurs. Donc, en fait, la dimension du coaching, c'est plutôt de l'entraînement et de la préparation à l'autonomie en phase de compétition. La plus grosse partie du travail, en fait, elle se passe en coulisses. Exactement. Toute la partie opérationnelle, entraîneur, joueur, se passe en coulisses. Et ça, c'est une dimension que j'adore, en fait, tout simplement. D'accord. Pour enchaîner, du coup, quel est l'objectif avec la fédération? Sur quoi vous vous projetez? Là, on sait que le 3-3 est devenu une discipline olympique, par exemple. Tout à fait. Est-ce qu'il y a l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques? Comment ça se passe pour le championnat du monde, de l'Afrique? Alors, très clairement, pourquoi le Maroc? Déjà, tout simplement parce que ma femme est originaire du Maroc. Et donc, on a eu, par connaissance interposée, une proposition d'aller encadrer un camp de basket 3-3 spécifique là-bas au Maroc. On l'a fait. C'était tout nouveau pour le Maroc. Donc, l'association qui a organisé ce camp a également invité le directeur technique national et le trésorier de la fédération à venir voir ce qui était mis en place. Et quand on a fait les exercices, donc je suis allé avec ma femme, qui est REF 3-3 ici en France, voilà, sur le plus haut niveau français. Ah, d'accord. Okay. Donc elle arbitre le circuit, comme moi j'ai pu faire également de la Super League. Voilà, et donc elle est venue pour ses compétences en tant que ref et également en tant que médicale, puisqu'elle est de formation professionnelle dans le domaine médical. Et donc ça a permis sur le camp de faire et de l'arbitrage et du coaching et du domaine médical en même temps. Et donc quand le DTN et le trésorier ont vu ça, ils nous ont fait une proposition d'encadrement pour la fédération sur le développement du 3-3, chose que nous avons acceptée. Donc aujourd'hui, très clairement, le projet, c'est Los Angeles 2028. On avait derrière un petit coin de la tête de gagner la CAN cette année pour pouvoir aller au TQO pour Paris 2024, puisque ça aurait été beau de pouvoir permettre au Maroc d'être présent au JO. Mais bon, on a beaucoup trop de retard sur le plan technique, sur le plan structurel. Enfin bon, voilà, donc c'était derrière notre tête, mais c'est pas possible. Là, on n'a pas pu gagner la CAN cette année pour se qualifier pour ça. Par contre, très clairement, on travaille sur le projet 2028. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le 3-3, les joueurs et les joueuses seniors doivent avoir 2 ans de passeport. Et on a rencontré ce problème, c'est que les joueurs et joueuses sur le territoire français, suisse, Pays-Bas, Italie n'ont pas forcément un passeport de plus de 2 ans. Voilà, donc interdiction de jouer pour le moment avec l'équipe nationale. Donc on a travaillé vraiment avec les joueuses locales qui ne sont pas professionnelles au Maroc. Donc qui dit pas professionnel, pas des habitudes de formation, de développement individuel et collectif. Donc un peu plus de temps il faut forcément pour connecter à ce que sont les exigences du très haut niveau international. Donc c'est ce qui fait que pour le moment, les résultats sont pas... On a fait 2 quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les seniors féminines, c'est très honorable, mais on ne peut pas être dans les clous d'une qualification pour jouer une finale de Coupe d'Afrique. Donc on est patient, on travaille en parallèle avec les U17, où là par exemple on a fait 2 médailles de bronze l'année dernière, avec une qualification à la Coupe du Monde en Hongrie au mois d'août dernier, où là on a vu vraiment l'étendue de ce qui reste à faire comme travail pour rivaliser avec la Lituanie, l'Espagne, la France, les États-Unis, le Canada, puisque là on est très loin de on est très loin de ces grosses nations internationales. Et ensuite, cette année, on a fait médaille d'argent pour les 2 équipes à la Coupe d'Afrique des Nations en U17. Donc ça montre le travail de progression et le résultat qui va avec, puisque performance et résultat normalement vont ensemble, mais sont quand même 2 choses bien différentes. Donc nous, on se concentre en ce moment sur le travail de performance. Voilà, on veut augmenter nos compétences, on veut être capable d'inhiber les interférences, et puis après, il faut multiplier tout ça par la motivation. Donc on travaille aussi sur le côté motivationnel des joueurs et des joueuses à rejoindre le projet 3-3. Je rebondis là-dessus, tu as parlé de motivation. J'ai su tout à l'heure on a évoqué aussi brièvement que tu t'intéressais au développement personnel dans ton sport et dans ta discipline.
comment tu le mets en place? Qu'est-ce que tu fais précisément pour utiliser le développement personnel afin de motiver, ou je sais pas comment je pourrais dire ça, mais galvaniser et ouvrir en tant qu'homme avec un grand H tes athlètes? Comment tu t'en sers de tout ça? Alors, pour ma part, ce que je trouve très important, c'est la capacité à un athlète d'être en conscience de ce qu'il fait. Que ce soit dans sa préparation, que ce soit dans sa performance au moment du match, que ce soit dans ses performances à l'entraînement, et que ce soit dans sa capacité d'auto-analyse. Voilà. Donc sur l'athlète en lui-même, il y a ces 4 phases qui sont très importantes. Et l'objectif d'un entraîneur, pour moi aujourd'hui, à 45 ans, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas eu à 25-30 ans, c'est arrivé aussi avec l'expérience et avec l'analyse de mes expériences passées, et l'envie à un moment donné de me connecter à comment fonctionne le cerveau de l'être humain et comment fonctionne le cerveau de l'athlète. Voilà, en phase de préparation, en phase de compétition. Donc, quand je parle de développement personnel, c'est aller dans les bouquins, c'est aller chercher tout ce qui se passe sur les neurosciences appliquées, les neurosciences motivationnelles déjà, pour comprendre réellement ce qui se passe dans la tête d'un individu et dans la tête d'un sportif. Ensuite, on peut se connecter au corps. Donc, quand on a compris ça, et quand on s'intéresse à tout ça, et quand on donne les billes aux joueurs de comprendre réellement ce qu'il fait pour se préparer, c'est ce qui pour moi aujourd'hui est décisif entre un athlète qui va rester amateur, comme moi j'aime appeler ça aujourd'hui, comme moi je suis un petit athlète, et celui qui va aller vers le très haut niveau, le haut niveau ou le très haut niveau, qui lui va se connecter justement à conscientiser toutes ces choses-là, à être capable d'être dans l'auto-analyse, dans l'honnêteté avec soi-même, et de ne quasiment jamais se concentrer sur l'environnement, les interférences, les autres, mais toujours être capable de ramener à soi et à sa propre prestation, à sa propre performance, le résultat. Mais toi, en tant qu'arbitre, tu as fait ce travail personnel. Oui. Donc, du coup, tu es arbitre de haut niveau, donc on peut considérer que tu es athlète de haut niveau dans ta discipline. Est-ce que tu saurais me dire quand est-ce que tu as eu ce déclic de savoir que effectivement, émotionnellement et sur la capacité en termes de neurosciences, de pouvoir basculer sur un volet vraiment performance, focalisé sur la performance et délaisser, comme tu dis, cet aspect de petit athlète? Alors, très clairement, grâce aux entraînements il y a quelques années en arrière où je suis allé, alors que j'étais encore arbitre championnat de France amateur, j'ai fait la demande et j'ai eu la chance d'avoir l'acceptation en face de l'entraîneur qui s'appelle Rémi Valin et qui était à l'époque à l'ALM Évreux Basket. Et donc, j'ai accédé à ces entraînements 2 fois par semaine pour pouvoir progresser, moi, dans ma qualité d'arbitrage. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte des exigences du sport professionnel, alors que j'étais moi-même amateur. J'étais dans l'environnement du sport professionnel. Je vivais les entraînements, je vivais les retours des joueurs, les retours de l'entraîneur. Et en off des séances d'entraînement, avec l'entraîneur, on préparait ce que lui attendait de l'arbitrage sur ces séances d'entraînement. Donc je l'aidais finalement, lui m'aidait et moi je l'aidais pour retrouver des situations de match ou des fois sortir complètement des situations de match parce qu'il savait que son match prochain allait être une vraie bagarre, un vrai combat. Donc il me demandait justement de venir et de ne pas siffler, mais d'être là quand même et de ne rien siffler pour que les joueurs se connectent à une bagarre. Et du coup, ça générait des réactions vis-à-vis de moi qui étaient complètement hallucinantes et qu'il fallait que je gère quand même à l'entraînement, mais je répondais à la commande de l'entraîneur qui, sur ce créneau d'entraînement, voulait volontairement que ça soit très, très, très agressif et que l'arbitre siffle pas. Donc j'ai vécu des contestations, là, vraiment importantes, des situations même entre joueurs, des fois très tendues. Et en fait, ça m'a fait progresser quand j'analysais pourquoi est-ce que je me retrouvais là, pourquoi l'entraîneur demandait ça, pourquoi les joueurs se comportaient comme ça. Et donc là, on rentre vraiment dans cette notion de dire il me faut quelque chose en plus que simplement le bagage technique. Il faut se concentrer sur pourquoi les gens réagissent de cette manière, pourquoi les entraîneurs demandent ça, et comment l'arbitre peut faire pour, du coup, être capable d'amener le fait d'être garant des règles dans l'esprit du jeu avec les différents enjeux qu'il peut y avoir. L'enjeu sportif, un entraîneur, un joueur, il vient sur un match, c'est pour gagner. Un arbitre, il vient sur un match et il n'a pas du tout le même objectif de résultat. Et pour autant, il va falloir faire une performance de haut niveau
autant que les joueurs doivent faire leur performance de haut niveau. Donc c'est de là que ça m'est venu en fait le déclic de comprendre qu'il y avait une autre dimension beaucoup plus importante pour moi aujourd'hui, maintenant à 45 ans, je le répète. Cette dimension, elle est beaucoup plus importante et je trouve qu'on devrait, dans le sport en général, s'ouvrir beaucoup plus à la confiance en soi, à l'estime de soi, à la gestion émotionnelle, à la gestion des conflits, à la notion de concentration, à la notion de récupération dans les catégories déjà à 13-14 ans. Quand les jeunes sont capables de comprendre et de conscientiser ce qu'ils font, il faudrait qu'on passe plus de temps parce qu'on ne pourra pas faire de tous des athlètes de haut niveau. Par contre, on pourra faire de plus en plus de sportifs intelligents et qui vont se comporter, même dans les milieux amateurs, avec un état d'esprit beaucoup plus convivial que ce qu'on est en train de trouver dans tous les sports. C'est une catastrophe. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire et la notion de l'apport très jeune par rapport au développement personnel. Est-ce que tu penses qu'en France, on en manque ou tu penses que c'est suffisamment abordé dans les clubs? Est-ce que tu penses qu'on a le temps de l'aborder? Qu'est-ce que tu penses du développement personnel et de l'athlète? Alors, ce que je pense aujourd'hui par rapport à ça, très clairement, on est en retard par rapport à des pays comme l'Australie, le Canada, les États-Unis, qui sont avec un autre mode de fonctionnement. La Lituanie également, les pays Serbie, les pays de l'Est européen, qui eux travaillent énormément, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un exemple que l'on doit avoir, qui travaillent énormément sur le développement de l'individu. Donc dans les sports collectifs, il y a très très peu de choses qui sont mises en place pour travailler le collectif avant l'âge de 15-16 ans. J'ai bien dit avant l'âge de 15-16 ans, où on va commencer à parler de collectif. Ils passent beaucoup de temps dans le développement de l'individu, que ça soit technique ou que ça soit dans le développement personnel. La concentration, l'estime de soi, la confiance. Exemple type, dans le basketball, on va travailler que sur les fondamentaux individuels jusqu'à 14 ans. On va ramener ces fondamentaux individuels sur du jeu à 2, du jeu à 3 maximum. Mais il n'y aura pas de 5 contre 5. Du coup, les joueurs sur un terrain à 5 contre 5 sont capables de jouer à 3 côtés du ballon, 2 à l'opposé. Ou 2 côtés ballon, 3 à l'opposé. Oui. Voilà. Donc ils sont très très forts. Ils sont tous capables de shooter à 3 points. Ils sont tous capables de monter le ballon. Même le joueur de 2,15 m en Lituanie, il monte le ballon. Un Américain qui fait 2,12 m, il monte le ballon. Voilà. Un Australien, il monte le ballon. Et je pense que nous, trop rapidement, en fait, et je pense que c'est notre système aussi fédéral qui veut ça dans l'organisation de nos championnats, dans les départements, on fait plus comme nous on a connu à l'époque des plateaux où sur les plateaux on travaille avec d'autres clubs, on fait des petits exercices et une fois qu'on a fait 1 heure, 1 heure, un quart d'exercice, on passe à des matchs où tout le monde repart avec sa petite médaille comme au judo ou comme les plateaux de football. Dans le basket, on a oublié ça. Aujourd'hui, on travaille sous forme de championnat. Dès les U9, U11, le week-end, c'est des matchs avec des fois des 90-2, 90-14. Ça sert à rien. Moi, c'est ma conviction. Je la partage parce que tu me poses la question. Bien sûr. Pour moi, ça ne sert absolument à rien. De faire des championnats jusqu'à 13 ans, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Donc, on développe la dimension du résultat sportif, mais même avec les parents. Les parents et les comportements qu'on a dans les tribunes aujourd'hui dans le sport, chez les jeunes catégories, c'est pas les entraîneurs qui provoquent des mauvais comportements. C'est pas les joueurs qui provoquent des mauvais comportements. C'est les accompagnateurs dans les tribunes, souvent les parents. Pourquoi? Ils sont connectés au fait que toutes les semaines, ils vont faire un match. Ils vont accompagner le gamin à faire un match. Résultat, on attend quoi? La victoire. Bien sûr. Oui. Parce que le soir, quand on va être en repas de famille, quand on va être en repas avec des amis, et qu'on échange sur nos activités de nos enfants, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait du basket et il a gagné. Il a gagné le match départemental à 11 ans, à 12 ans. On s'en fout. Alors qu'il a participé à un plateau, il a joué avec les autres, il a fait des exercices pour se développer individuellement, ils ont fini par des petites rencontres, des petits matchs. C'est très intéressant, c'est ludique, mais on développe l'individu. Et le petit match à la fin, ok, il est là pour dire on met en application, mais vainqueur, pas vainqueur, jusqu'à 13-14 ans, on s'en fout. Le plus important, c'est vraiment le développement du joueur, de l'individu. Exactement. Et, puis après, et de prendre conscience qu'on est dans une activité de partage, une activité sportive de partage. Je rebondis juste sur ça parce que c'est hyper intéressant. J'avais eu
la même discussion avec un entraîneur de football où on évoquait justement la méconnaissance du joueur de connaître son propre corps. Donc, en fait, de se connaître soi-même en tant que, sur le plan physique, biologique et sur le plan aussi cognitif. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que ça manque un petit peu. Moi, je suis sur le bord des terrains les week-ends et c'est championnat, quoi. Pour des enfants qui ont 11 ans, 12 ans. Et on voit, j'ai un ami qui fait un podcast aussi justement sur ça. J'espère qu'il nous regarde d'ailleurs. Où il parle de la projection du parent sur l'enfant. Mmh. Dès 11 ans, 10 ans, 11 ans. Donc, il n'y a plus l'aspect, on ne pense plus à développer l'individu, mais on pense au résultat. Donc, du coup, je te rejoins parfaitement et je pense qu'effectivement, ça manque un peu en… Le transfert de l'objectif du parent sur l'enfant. Exactement. Ou le parent qui a réussi sa carrière et qui veut que l'enfant réussisse comme lui, ou au contraire, le parent qui n'a pas réussi dans ce domaine-là et qui veut absolument que ça soit son enfant le champion. Et on devient pas champion à 12-13 ans, c'est pas là que ça se joue, quoi. Enfin, on joue surtout sur le côté développement initial, c'est pour moi le plus important. Et ensuite, si un champion doit devenir champion, il y a tellement de choses qui vont rentrer en jeu par la suite, on peut pas le maîtriser à 9, 10, 11, 12 ans, même à 6, 7 ans, quoi. Pour avoir fait du sport depuis l'âge de 4 ans, en commençant le tennis à 4 ans, vraiment de manière très ludique et ainsi de suite. J'ai fait la compétition à partir de 7-8 ans au tennis, dans des compétitions sur un sport individuel, très centré sur moi-même. Oui, en plus. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans la dimension du sport collectif, on est beaucoup trop dans le résultat, dans l'opposition, qui va battre l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas qui va battre l'autre, c'est qui va progresser plus vite que l'autre. Pour que dans 10 ans, quand il va y avoir vraiment l'enjeu des résultats, c'est quand on est en senior, l'enjeu des résultats, il est vraiment en senior. Ce qu'on veut, c'est arriver à avoir l'équipe nationale la plus performante possible, c'est avoir des joueurs qui deviennent professionnels pour en faire leur activité professionnelle, du coup. Tout ça, en fait, c'est un entonnoir. Hein. Bien sûr. Ou une pyramide inversée, moi j'ai envie de dire, hein, c'est une pyramide inversée, hein, tout simplement. Mode athlète. Face au tabou, donc quelques questions que je vais te poser et puis tu vas me donner ton avis sur des sujets d'actualité ou des sujets qui t'est arrivé dans ton quotidien en tant qu'arbitre ou entraîneur. Première question, qu'est-ce que tu penses du 3-3 français, du niveau du 3-3 français? Excellent. Ouais, les résultats, après, on pourrait en discuter avec les filles qui ont été pendant pas mal de temps numéro 1 mondial, avec les 3, 4, 5 meilleures joueuses françaises au top niveau du classement ranking personnel et ainsi de suite. Voilà, surtout quand je dis excellent, c'est je regarde un petit peu notre évolution, les moyens dont on dispose, comment est-ce que le 3-3 sur le territoire français, quelle politique a été développée pour que le 3-3 puisse avoir un vrai engouement au niveau des basketteurs. Je pense qu'il y a eu des choses très bien, des choses beaucoup moins bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis excellent parce que la Serbie, c'est très fort. Les États-Unis, le Canada ont commencé à avoir des joueurs et des joueuses spécifiques 3-3 et on connaît après leur masse. Hein, ils disposent de beaucoup plus de masse que les 60 millions de Français. Pour autant, la Serbie, beaucoup moins de monde, mais une culture du basketball. Bien sûr. Voilà, tout comme la Lituanie, l'Espagne, une très grosse culture basket. Donc les résultats en fait réguliers des équipes de France, garçons et filles, avec deux aspects complètement différents quand même, c'est que la dimension des garçons professionnels du 5-5 gagnent beaucoup plus d'argent que les filles dans le 5-5. Bien sûr. Donc il a été plus difficile aujourd'hui de créer une équipe très compétente, et pour autant c'est la première fois qu'elle va se qualifier pour le World Tour ce week-end, hein, qui arrive à Jeddah, là, en Arabie Saoudite, et donc qui a été formé avec des joueurs surtout issus de National 1, National 2, un petit peu Pro B. Voilà. Et l'équipe de France, on a quelques joueurs de Pro A, du coup, qui se connectent aussi, qui ont des profils spécifiques 3-3, donc qui viennent, hein, je pense à Léopold Cavalier notamment, Antoine Eto'o, voilà, qui sont venus, j'en oublie hein, forcément, Lucas Dussoulier qui joue également à Betclic et ainsi de suite. Sont des joueurs qui ont un profil très, très intéressant pour le 3-3 et qui viennent compléter cette équipe professionnelle de Team Paris qui a été mise en place pour faire le circuit professionnel. Donc ça, c'est pour les garçons une spécificité, et pour les filles, c'est un peu différent.
où elles ont réussi à faire et de la Ligue féminine, première division, Oui. et en même temps les compétitions après féminines de 3-3, en parallèle, après la saison sportive, l'été, et ainsi de suite. Et là, pour l'année des Jeux Olympiques, je dis excellent. Pourquoi? Parce que la France a mis les moyens en mettant 8 joueuses sorties du contexte 5-5, spécifique 3-3 pendant un an. Et puis avec là, un projet avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui prend le relais pour bien préparer cette équipe avec différents tournois. Et d'ailleurs, nous, on va participer avec une association qui s'appelle NK Camp United Maroc, qui regroupe les franco-marocaines sur le territoire français, du coup. On va préparer ces futurs sélectionnés du Maroc potentiels avec l'équipe de France là, au mois de janvier, au mois d'avril et au mois de mai. D'accord. Voilà. Donc le 3-3 français se porte très très bien. C'est en devenir. Après, une fois de plus, il faut les résultats maintenant aux Jeux Olympiques de Paris 2024 puisque c'est à la maison. Bien sûr. Donc il faut performer, il faut avoir du résultat pour que derrière, il y ait une dynamique qui continue d'exister et ne pas avoir, entre guillemets, des décisions politiques qui pourraient dire bah, c'était bien, mais on n'a pas réussi, donc est-ce que ça vaut le coup de continuer? Que penses-tu de l'état d'esprit français sur ces athlètes basketteurs? Quand je te dis ça, je fais référence, par exemple, on dit souvent que Tony Parker est arrogant, Evan Fournier aussi, par exemple. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu ne penses pas qu'on est un peu trop dur avec ces athlètes ou alors au contraire, c'est peut-être l'état d'esprit qui fait qu'on les traite de cette manière-là? Bah, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qui sont les personnes qui disent ça, qui sont les personnes qui prennent la parole, qu'est-ce qu'elles ont fait elles-mêmes dans leur carrière sportive pour pouvoir s'exprimer et porter un jugement de valeur sur des gens qui ont réussi très clairement à faire une carrière professionnelle de très très haut niveau. Donc, entendre que Tony Parker est arrogant, entendre que Evan Fournier a un ego surdimensionné ou des choses comme ça, bon, moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête, même complètement au-dessus de la tête. Et si je dois me poser la question tout de même, parce que tu me la poses, ça serait de dire, de toute façon, pour être sportif de haut niveau, il faut avoir un ego surdimensionné. C'est souvent ce que les intervenants et les consultants disent. C'est souvent les anciens sportifs. Bah, c'est ce évidemment. Et puis, il faut avoir une estime de soi de très, très haut niveau. Il faut avoir une confiance en soi de très haut niveau. Il faut douter de rien. Il faut oser. Il faut aller de l'avant sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de l'échec. Et quand on va même plus loin dans le développement personnel, on se rend compte que quand je dis avoir peur, la peur est quelque chose qu'on se crée nous-mêmes. Elle n'existe pas, la peur. Et ce sont tous ces gens qui réussissent dans leur domaine, sont des gens qui ne se créent aucune peur. Ils vont ne se créer aucune barrière. Ils vont décider de quelque chose. Et quand la décision, elle est prise, ils mettent les actions en place. Et il n'y a personne qui va pouvoir arrêter leurs actions. Et quand ils prennent la parole, les interviews, les choses, on a l'impression peut-être pour certaines personnes qu'ils sont arrogants, mais pas du tout. Ils savent juste ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, où ils veulent aller. Et comme une grande majorité de Français, et là je pèse le poids des mots que j'utilise, une grande majorité de Français aujourd'hui sont dans une sphère négative. D'accord. Je trouve qu'on est dans une sphère négative. On n'ose pas faire des choses parce qu'on va se créer des peurs, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on nous a dit que, alors il faut faire que, et que. Et au final, on ne développe pas son propre individu. On ne développe pas la confiance en soi. On ne s'estime pas à la hauteur de ce qu'on est. Pour autant, tout le monde est capable de faire de grandes choses. Simplement, le cerveau des personnes est connecté à beaucoup trop écouter les autres et du coup à rester statique et à se créer ses propres peurs qui vont expliquer qu'on ne passe pas à l'action. Et tous ces athlètes de très haut niveau, ils ne sont pas rentrés dans ce moule-là. Donc c'est pour moi, non, ils sont pas, voilà, ils disent ce qu'ils pensent, ils ont des convictions, ils sont passés à l'action, ils ont eu de la réussite dans ce qu'ils ont fait. Donc, oui, peut-être ça ne plaît pas au plus grand nombre qui vont jalouser, qui vont voilà, ne pas aimer des personnes qui ont réussi. Voilà.
C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, c'est parfait, c'est très bien, c'est hyper complet. Bah écoute, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir et puis répondre favorablement à l'invitation pour partager ton expérience. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, merci Claude déjà pour donc l'invitation de nouveau, hein, puis ce moment sympa qu'on a passé ensemble. Souhaiter surtout la réussite du projet de développement du 3-3 sur le territoire marocain, puisqu'à aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur ma deuxième partie de vie qui me tient à cœur, avec potentiellement une installation dans les quelques mois, quelques années qui arrivent là-bas sur le territoire marocain, et surtout dans le développement de tout ce qui est relations humaines, projets humanitaires, sportifs, social. Voilà, c'est surtout ça là-bas sur le territoire marocain. Je pense avoir fait un petit peu le tour pendant 45 ans de ce qui se passe ici en France. C'est pas que c'est pas bien ou que c'est mieux ailleurs, hein, c'est juste qu'à un moment donné, c'est aussi un enrichissement personnel et de retrouver les racines de ma femme que j'ai pu découvrir et la culture du continent africain, c'est juste magnifique en fait. Merci beaucoup Stéphane. Et puis, je te souhaite bon courage par la suite. On aura l'occasion de se revoir pour faire un petit point peut-être une autre fois. Merci beaucoup. Claude. Merci.